40 après Jésus-Christ. Le dernier royaume de Maurétanie a disparu avec l'assassinat de Ptolémée. L'empereur Caligula, qui avait assassiné Ptolémée, est assassiné à son tour l'année suivante. Son successeur, Claude, hérite des territoires. L'Empire romain est impressionnant par la taille, il englobe tout le bassin méditerranéen. Désormais, la mer Méditerranée est entièrement sous contrôle romain. Les Romains l'appellent Mare Nostrum, notre mer. La Maurétanie est divisée en deux provinces. À l'ouest, la Maurétanie tingitane, qui a pour capitale Tingis, c'est-à-dire Tanger, et à l'est, la Maurétanie césarienne, qui a pour capitale Césarée, c'est-à-dire Cherchell. Les deux Maurétanies sont gérées par un légat impérial, c'est-à-dire par un représentant direct de l'empereur. Dans la logique de l'Empire romain, quand une province est gérée directement par l'empereur, ça signifie généralement qu'on ne la considère pas suffisamment sécurisée ou pas suffisamment importante pour la confier à un proconsul. Les Maurétanies restent des zones très tribales et assez peu romanisées. La Tingitane est organisée autour de Tanger. Les Romains sont présents en Tingitane principalement pour surveiller le détroit de Gibraltar et les côtes espagnoles. Il y a une grande ville qui s'appelle Volubilis au milieu des terres, mais l'intérieur de la Tingitane reste assez peu romanisé. La Césarienne, quant à elle, est urbanisée le long des côtes et aux alentours de Sétif. Le reste du territoire reste en marge de la romanisation. Les tribus qui y habitent ont des relations plus ou moins houleuses avec les Romains. En Maurétanie, la politique romaine a pour principal objectif de calmer les révoltes populaires et d'assurer la sécurité des routes et des foyers urbains. En dehors des zones urbaines, Rome laisse les tribus se gérer elles-mêmes selon leurs propres lois, mais elle accorde quand même à leurs chefs des privilèges personnels. Les chefs locaux reçoivent le titre de prince, Rome leur donne des signes royaux, des manteaux, des bâtons d'ivoire, etc., et aussi la citoyenneté romaine. Les princes locaux ont souvent une double identité, un nom romain auprès de l'Empire et un nom local auprès de leur peuple. Rome utilise cette méthode pour s'assurer la fidélité des chefs tribaux et éviter les conflits avec les tribus. Mais bon, cette politique n'a pas empêché les morts de se rebeller constamment. Pendant les 4 siècles de présence romaine, les troubles vont être quasi incessants dans les territoires morts. D'ailleurs, lorsque l'Empire tombera, ces zones seront les premières à se détacher de l'Empire et à constituer des royaumes locaux. La situation est un peu différente dans l'autre partie de l'Afrique du Nord. Tout l'est du Maghreb, de Cirta jusqu'à Tripoli, est ce qu'on appelle la province d'Afrique. Cette province est gérée par un proconsul. On avait vu tout à l'heure que les provinces gérées par des proconsuls étaient des provinces très romanisées. Et ben justement, la province d'Afrique est très romanisée. C'est même l'une des provinces les plus importantes de l'Empire. Elle est importante par la taille et par son rôle économique. Elle est le premier pourvoyeur de blé à Rome. La moindre révolte en Afrique cause des pénuries de blé. Souvenez-vous, c'était déjà le cas avec la révolte de Tacfarinas et ça sera le cas tout au long de l'Afrique romaine. Culturellement, partout en Afrique, ce sont les villes qui diffusent la culture romaine. Les anciennes grandes villes côtières et certaines nouvelles cités coloniales. On y diffuse la culture dans l'Empire, c'est-à-dire les langues latines et grecques, la religion romaine et la vie sociale des cités romaines. Le peuple habitant ces villes est composé de colons et de locaux assimilés. À côté de ça, Rome crée aussi des exploitations agricoles et les donne à des colons venus de la métropole. Ces zones seront eux aussi des foyers de romanisation. Les zones rurales éloignées sont restées berbères, aussi bien dans la langue que dans la religion ou la structure sociale. Elles sont organisées en tribus qui obéissent à leurs propres lois. La langue berbère est d'usage et la religion pratiquée est l'adoration des dieux locaux, que les Romains appellent les Dimauri, les dieux morts. Entre les grandes cités romanisées et les zones rurales tribales, on trouve des zones périurbaines qui étaient auparavant dans la sphère culturelle de Carthage, mais qui n'ont pas été suffisamment touchées par la romanisation. Leur culture, qui est la culture punique, se maintiendra pendant toute la durée de la présence romaine. Bien entendu, les 3 types de cultures qu'on a présentés ne sont pas hermétiques les unes aux autres, loin de là. Partout dans le pays, ces 3 cultures se mélangent et s'influencent les unes les autres. Les villes de l'époque sont souvent bilingues, voire même trilingues. Au fil du temps, la population locale sera de plus en plus touchée par la romanisation. Elle accède peu à peu à la citoyenneté romaine. Au 1er siècle, la citoyenneté est accordée aux habitants des grandes villes, aux chefs des tribus et aux vétérans de l'armée. C'est justement par la voie militaire que le petit peuple accède à la citoyenneté romaine. Concrètement, si on veut la citoyenneté romaine, on s'engage à l'armée, on y reste une dizaine d'années, et à la fin, on devient vraiment romain. Le 2e siècle sera un tournant dans la diffusion de la culture romaine. La politique coloniale va changer totalement. Rome s'est rendu compte que son empire est devenu trop grand, et que la priorité n'était plus la conquête de nouvelles terres, mais la protection des terres qui étaient déjà conquises. Rome va construire ce qu'on appelle un limes. C'est une suite de fortifications aux frontières de l'empire. Le limes d'Afrique est à la frontière sud, tout au long des portes du désert. La présence de ces fortifications sécurise les routes à l'intérieur des terres. Lorsque les routes sont sécurisées, le tissu urbain se fortifie, et comme on a vu que la culture romaine venait des villes, donc vous l'aurez compris, la culture romaine va se développer très fortement.
La langue latine se développe et le peuple commence vraiment à devenir un peuple romano-africain. C'est à cette période qu'a vécu le fameux écrivain Apulée de Madore, qui avait donné ses lettres de noblesse à la langue latine en Afrique. Le deuxième siècle sera aussi un tournant économique pour l'Afrique. Au 1er siècle, la production agricole était surtout de la production de blé pour l'exportation vers Rome. Au 2e siècle, il commence à y avoir beaucoup de citoyens romains, et l'agriculture devient petit à petit une agriculture vivrière et diversifiée. On ne produit plus uniquement pour exporter à Rome, mais on produit aussi pour satisfaire la demande de ces nouveaux Romains. Les exportations de blé vont quand même se maintenir, et l'Afrique continuera d'être le premier fournisseur de blé, mais la diversification de l'agriculture apporte de la richesse au pays. Et l'Afrique va aussi se développer politiquement. À cette période, à Rome, il y a ce qu'on appelle le Parti africain. Ce parti était un véritable lobby communautaire. Il y avait des sénateurs, des magistrats, toutes sortes d'hommes politiques, qui influençaient la vie à Rome et qui se favorisaient les uns les autres. Ces Africains vont petit à petit intégrer les sphères du pouvoir, et leur importance sera telle qu'à un moment donné, une dynastie africaine prendra le pouvoir impérial. En l'an 193, il y a eu des troubles suite à l'assassinat de l'empereur Commode. Après une courte période d'incertitude, c'est finalement Septime Sévère qui réussit à calmer la situation et à être nommé impérator. Septime Sévère est né en Libye, à Leptismania. Il est le premier empereur romain d'origine africaine. Naturellement, il va développer la province d'Afrique. Il va mener des travaux considérables et repousser les limites de la province plus au sud. Il détache également la Numidie de l'autorité du proconsul d'Afrique et en fait une province autonome. Le fils de Septime Sévère, Caracalla, va aller plus loin dans cette politique. Il va continuer à développer l'Afrique, mais surtout il va émanciper tous les peuples étrangers. En l'an 216, il va promulguer une loi révolutionnaire, l'édit de Caracalla. Cet édit va étendre la citoyenneté à tous les hommes libres de l'Empire, quelle que soit leur origine. C'est une véritable révolution à Rome. L'année suivante, en 217, Caracalla est assassiné, et c'est un Algérien qui lui succède à la tête de l'Empire. Marcus Opellius Severus Macrinus Augustus, plus connu sous le nom de Macrin. C'est le premier empereur à ne pas être issu de la classe sénatoriale. Il est né à Césarée, dans une famille pauvre de Maurétanie. Il a débarqué à Rome en tant que dresseur de fauves. Il gravit tous les échelons tout seul, jusqu'à devenir un avocat reconnu et à faire partie de l'entourage de l'empereur. Puis jusqu'à devenir empereur lui-même. Malheureusement pour lui, son règne est de très courte durée. Il est assassiné à son tour le 8 juin 218, un an à peine après le début de son règne. Et c'est là qu'on voit l'effet pervers de l'édit de Caracalla. Avant cette loi, l'obtention de la citoyenneté romaine incitait les gens à s'engager dans l'armée pendant longtemps et pour pas cher. Les gens acceptaient de s'engager et d'aller combattre des barbares pendant une dizaine d'années parce qu'ils savaient qu'à la fin ils seraient citoyens romains. Mais une fois qu'on donne la citoyenneté à tout le monde, il n'y a plus vraiment d'intérêt à s'engager. L'armée va avoir du mal à recruter des soldats, maintenant il va falloir payer beaucoup plus cher pour en avoir. L'armée devient un gouffre financier pour l'Empire, donc on va réduire les effectifs militaires et ça va entraîner un affaiblissement de l'armée. L'armée a maintenant du mal à se défendre contre les barbares, et ça, les militaires ont du mal à l'accepter. Ça va entraîner une longue période d'anarchie militaire. Pendant plus de 30 ans, un nombre incroyable d'empereurs vont tous s'assassiner les uns les autres et usurper le pouvoir, avec à chaque fois le soutien d'une partie de l'armée. Bien sûr, cette période d'anarchie a eu des répercussions en Afrique. En 238, il y a eu des révoltes populaires à Tsyrdus, en Afrique proconsulaire. Les gens s'étaient révoltés contre l'empereur Maximin le Thrace car il avait augmenté les impôts. Ils ont décidé de nommer le proconsul d'Afrique, un certain Gordien, comme empereur à sa place. Le Sénat romain voulait destituer Maximin et a donc accepté Gordien comme nouvel empereur. Maximin le Thrace était soutenu par le gouverneur de Numidie, Capélien. Capélien avait avec lui la Légion III Auguste. C'est la légion qui assurait la sécurité en Afrique. Elle est très prestigieuse. Gordien essaye de constituer une armée avec des milices locales, mais c'est pas terrible. Capélien va le battre très facilement et le contraindre au suicide. Donc Capélien s'empare de Carthage et confirme Maximin le Thrace au pouvoir. Mais sa victoire est de courte durée. À Rome, Maximin le Thrace est assassiné par ses propres soldats. Et c'est le fils de Gordien, Gordien III, qui est nommé empereur par le Sénat. C'est un adolescent de 13 ans à peine. Le Sénat va dissoudre la Légion III Auguste pour la punir d'avoir combattu Gordien. Et ça va laisser un vide en Afrique. Maintenant qu'il n'y a plus la Légion pour assurer la sécurité, les tribus de Numidie et de Maurétanie césarienne vont se rebeller encore plus violemment. On avait vu tout à l'heure que Rome attribuait des terres agricoles à des colons. Ces terres sont généralement les plus fertiles. Les tribus locales doivent se contenter des terres moins fertiles ou des montagnes difficiles à cultiver. Avec la surpopulation, beaucoup d'entre eux ont l'intention de récupérer les terres fertiles et ça va entraîner des insurrections. Il y aurait des grandes révoltes en Kabylie et dans la région de Sétif. Les insurgés obtiendront quelques victoires et réussiront à chasser les colons de la région.
L'empereur Valérien décidera alors de reconstituer la Légion 3 Auguste pour essayer de rétablir l'ordre. Après des années de guerre, la Légion réussira à plus ou moins à mater la révolte, mais c'est très fragile. L'ordre reviendra plus ou moins, mais pas la sécurité des colons. Alors Rome se met à construire des remparts autour des colonies de Maurétanie, pour essayer de protéger les colons. L'anarchie militaire prend officiellement fin avec l'avènement de la dynastie illyrienne. Ces empereurs, originaires d'Europe de l'Est, sont tous des anciens militaires très expérimentés. Ils vont tenir une politique militaire très dure et vont régner comme de véritables chefs de guerre. Ça va calmer l'anarchie militaire et remettre de l'ordre dans l'armée, mais ça ne va pas calmer pour autant les troubles qui ont lieu partout dans l'Empire. En Afrique, par exemple, il y a des révoltes très fortes dans l'Algérie centrale. Des révoltes que les empereurs illyriens n'arriveront pas à calmer. L'unité de l'Empire est menacée. C'est le déclin dans l'Empire romain à tous les niveaux. Mais le véritable danger pour l'Empire n'est pas seulement d'ordre militaire. Le christianisme, qui devient de plus en plus populaire, est en train de menacer la légitimité même de l'empereur. Et c'est peut-être ça, le plus gros danger pour l'Empire. Voilà, c'est la fin de cet épisode, je vous remercie de l'avoir suivi, j'espère qu'il vous a plu. Comme d'habitude, je vous invite à laisser des commentaires si vous avez des remarques ou des précisions à apporter. Et quant à moi, je vous dis au revoir et je vous donne rendez-vous pour un prochain épisode dans lequel on parlera de l'Afrique romaine pendant la période chrétienne.